Avoir accès à la Maison-Blanche n'était-il pas finalement pour Donald Trump qu'un moyen de s'enrichir plus facilement ? Le chiffre a fait peu de bruit dans la presse française, mais en janvier dernier, Forbes estimait la fortune du président américain à 6,6 milliards de dollars, contre 2,3 milliards un an plus tôt, en janvier 2025. Une augmentation de 90%. Fin 2025, un rapport démocrate conduit par Jamie Raskin documentait comment Trump a utilisé sa fonction pour s'enrichir via des crypto-holdings valant près de 12 milliards de dollars et générant 800 millions de revenus issus de ventes d'actifs crypto sur le seul premier trimestre 2025. Ne parlons même pas des soupçons de délit d'initié qui pèsent sur le locataire de la Maison-Blanche, surtout avec le contexte de guerre en Iran. Une situation politique internationale favorable financièrement, mais peut-être moins politiquement entre ce casse-tête géopolitique dans lequel il s'est empêtré et ses saillies contre le pape. Donald Trump s'expose de plus en plus aux critiques de son propre camp. Le rapport montre également comment il s'est arrangé pour stopper net des enquêtes visant des entreprises de crypto lui étant favorables. Des faveurs identiques ont été faites au secteur pétrolier et de la tech. Des secteurs qui le lui rendent bien, comme la société Palantir, qui prépare pour Donald Trump sur un plateau d'argent une république technocratique épurée de tout pluralisme politique. Le technofascisme est en marche. On parlera de ça également. Et en plus positif, on reviendra aussi sur les 100 premiers jours de Zoran Mamdani à la tête de la mairie de New York, lui qui promet de s'attaquer aux résidences secondaires et promet des supermarchés publics. Allez, trêve de bavardage, il est désormais l'heure d'aller faire un petit tour du côté de chez Sam. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau consacré à la politique américaine et je suis d'autant plus ravi de retrouver votre duo préféré avec Claire Rabès et Tristan Cabello, que je ne présente plus désormais. Ça va vous deux ? Très bien, et toi ? Très bien. Et toi ? Bah ça va, ça va. Je suis vraiment très content de retrouver cette émission. D'autant plus que j'aimerais tout de suite mettre un petit peu les pieds dans le plat. Parce que comme je le disais en introduction, dans la presse française, on n'en parle pas trop, mais ça commence à jaser un petit peu l'enrichissement personnel de Donald Trump. Une fortune qui, je le rappelle, accroît en seulement un an de 90%. Pour l'historien Richard White, c'est du jamais vu. Claire, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, on l'a bien vu, et c'est souvent lié au passé de Donald Trump comme homme d'affaires. C'est souvent mis en avant. Et là, effectivement, il y a des chiffres qui correspondent du coup à cet enrichissement personnel, à celui de sa famille plus largement. On sait qu'il a mis quand même des personnes de sa famille dans son entourage proche en charge, que ce soit Jared Kushner, son fils qui est aussi sur beaucoup d'activités commerciales en lien avec des activités militaires, on pourra y revenir. Sa fille Ivanka avant ça. Donc, on voit qu'en fait, on est au-delà du système autoritaire dont on peut parler, dont on parle souvent ici. Il y a aussi un système de prédation économique et que en fait, il y a une utilisation de son pouvoir aujourd'hui, donc de son pouvoir politique et institutionnel en traduction économique. Et tu l'as dit dans l'introduction, c'est intéressant, c'est souvent des secteurs bien ciblés que l'on retrouve parce que c'est assez systémique. Du coup, on a l'énergie, on a la tech, forcément bien ciblée. Les crypto-monnaies, donc évidemment, puisqu'il a lancé sa propre crypto-monnaie de la famille Trump. Et tu rappelais les chiffres quand même colossaux. Et ce qui est assez intéressant quand même dans ce système politico-affairiste, et c'est l'analyse d'Anne Applebaum que j'aime bien dans The Atlantic, qui fait des parallèles avec ce qui se passe évidemment en Russie, avec le système de Poutine, ou même ce qui se passait avec Orban, du coup, en Hongrie, sur la prise d'intérêt dans ces secteurs, en fait, où à charge de législation promouvant les investissements dans ces secteurs-là, de manière justement et logiquement favorable aux grands manias, eh bien, il y a des retours sur investissement. Et là, cette fois, avec Trump, on le voit de manière très directe et très assumée. Il n'y a pas, avec d'autres administrations, on pouvait quand même voir des effets
différé. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a toujours quand même une administration qui prend parti et tire parti, plus ou moins à raison, justement, du pouvoir politique. Et là, c'est vraiment assumé, c'est dit par Donald Trump, et donc on a un système, donc Anne Applebaum, elle appelle ça le kleptocratic playbook, avec les règles, donc du coup qu'il faut suivre, et notamment la prise d'intérêt dans les secteurs, on vient de le dire, énergie, etc. Donc c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part, mais Donald Trump l'applique à une échelle qui est démesurée. Ouais. Tristan, tout cet enrichissement, c'est évidemment fait au prix d'avantages concédés, Claire le disait, au secteur, ces 3 secteurs préférés, on va dire, hein, les cryptos, le pétrole, la tech. En tant qu'historien, tu sais que c'est pas, toi, tu sais que, on sait tous que ces pratiques ont toujours existé, sous Reagan, sous Bush, même sous Obama. Mais est-ce que là, comme le dit l'historien Richard White, est-ce qu'on est sur quelque chose d'une ampleur qui n'a pas de précédent? Oui, 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 ben, c'est un peu toujours la même chose avec Trump, c'est-à-dire que je dirais qu'il y a une rupture dans la continuité, et cette rupture, elle est principalement, comme le disait Claire, finalement, communicationnelle. C'est-à-dire que Trump, il lève le voile absolument sur tout. Et il lève le voile aussi sur son propre enrichissement privé dû au pouvoir politique qu'il a en ce moment. Alors moi, je crois qu'il y a une rupture sur 3 points, vraiment. C'est déjà quand même l'absence de séparation. Les présidents précédents, en fait, ils utilisaient des circuits indirects. C'était le lobbying, et puis c'était surtout, comme Claire l'a dit, post-mandat. C'est-à-dire qu'ils s'enrichissaient après leur mandat avec leurs réseaux, des conférences, des contrats dans la publication, etc. Avec Trump, c'est qu'il monétise tout ça en temps réel. Ça, c'est complètement nouveau. Le deuxième point, c'est quand même l'échelle et la visibilité. Alors bien évidemment, hein, comme tu l'as rappelé, il y avait des enrichissements personnels sous Reagan, sous Obama, mais ça restait quand même médié par des structures. Ouais. Là, c'est frontal, c'est assumé, et puis c'est même presque revendiqué, hein, de la part de Trump. Et puis surtout, là, il y a vraiment une grande hybridation, j'ai envie de dire, entre la politique et le marché. Trump, il agit comme un acteur économique qui utilise l'État comme un levier. Et donc, comme le disait le Claire juste précédemment, on est vraiment plus proche d'un modèle oligarchique que d'un capitalisme politique un peu classique. Donc, c'est pas la corruption qui est nouvelle, mais pour moi, c'est vraiment le cas pour la plupart des aspects politiques du mandat de Donald Trump, c'est son degré de normalisation et sa mise en spectacle. Ouais, parce qu'en fait, Claire, c'est vrai que Donald Trump, ouvertement, sans se cacher, il mène une politique de régulation, dérégulation selon le contexte, qui va dans son sens. Il va réguler l'économie ou les marchés selon sa convenance et selon ce qui lui plaît ou l'arrange. Exactement. Et puis, je me souviens qu'une des premières émissions, tu m'avais questionné sur sa politique étrangère et justement le lien qu'il pouvait avoir. Et c'est pareil, en fait. Les actifs qu'il pouvait avoir, par exemple, en Argentine et dans le soutien à Milei, ou même, dernièrement, on l'a vu avec Maduro et le pétrole, c'est exactement de ça dont on parle aussi. C'est des choix politiques qui, évidemment, existent avant, comme le souligne Tristan. C'est-à-dire que les administrations précédemment, même si on prend l'Iran dernièrement, les administrations américaines, évidemment, ont leur cible. Elles ont toujours été à peu près les mêmes. Mais par contre, la façon d'agir, la démesure et effectivement la décomplexion, n'oublions pas, nous, on parlait de droite décomplexée. Mais là, on est vraiment là-dedans. En fait, on est dans un véritable système qui ne se cache absolument pas. Et donc, c'est pour ça que je parlais de tout à l'heure de régime autoritaire. Certes, on est là-dedans et on le commente régulièrement. Mais on est aussi dans un système de prédation. On utilise vraiment tous les moyens à sa disposition pour un enrichissement personnel. Et c'est aussi dans la poussée complètement des inégalités avec, encore une fois, comme le disait Tristan, en fait, un système vraiment politico-affairiste. On n'a plus de distinction et les chefs d'entreprise font partie justement du cercle proche de Donald Trump et on pourra en reparler avec Palantir aussi puisque tu l'as mentionné dans l'introduction. Mais justement, le soutien d'un Peter Thiel, etc., ces proximités, elles sont véritablement le centre aussi du projet politique porté par
pas forcément par Trump lui-même seul, mais bien encore une fois, du Project 2025. On est dans ce système prôné de rapprocher les systèmes économiques et politiques. Ouais. Bah justement, cette question-là, on y reviendra, notamment Palantir, et justement, parce qu'on a beaucoup parlé ici sur le plateau du média de technofascisme, avec des experts en numérique, intelligence artificielle et tout, mais nous, on va plutôt parler de justement ce qui lie Peter Thiel, Alex Karp à Donald Trump. Mais nous, on va revenir vite fait sur cette histoire d'enrichissement personnel, et il y a aussi la question, notamment sur la politique internationale, des délits d'initiés. Dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient, par exemple, des annonces d'avancées diplomatiques fantômes ayant pour but uniquement de rassurer les marchés et qui se suivent, comme par hasard, d'achats anormalement volumineux de titres et d'actions dans le secteur du pétrole. On a du mal à ne pas penser que ces acheteurs ont eu le droit d'avoir des infos avant tout le monde, Claire. Bah oui, puis on a l'exemple. Alors, il n'y a pas, et c'est compliqué en plus dans le système américain d'arriver jusque-là, mais on n'a pas de preuves et ce ne sont que des soupçons de délit d'initié. Mais c'est Pete Hegseth, l'exemple le plus parlant. Donc, le secrétaire d'État à la guerre ou à la défense, ça dépend comment on l'appelle, mais qui a donc, du coup, quelques jours avant ou même la veille du déclenchement de la guerre en Iran, du coup, déclenché son conseiller financier pour aller acheter des actions dans, justement, le système de l'armement. Ouais. On avait Donald Trump Jr. aussi qui investissait dans une start-up de drones juste avant finalement le déclenchement d'opérations. Donc 6 mois après, Donald Trump prenait des décisions en faveur justement d'opérations externes. Bref, donc oui, ce sont des délits d'initiés dans le sens où ils ont l'information avant. En tout cas, il y a des grands soupçons. Il n'y a encore une fois rien de prouvé. Et ça va au-delà dans le système politique américain, puisque maintenant, on voit qu'il y a des plateformes de paris, donc comme les paris sportifs, mais sauf que ce sont des paris politiques. Donc, vous avez des cotes différentes en fonction des décisions qui vont être prises, guerre en Iran ou pas, et vous pouvez parier. Et, la spéculation, c'est déjà du pari sportif en soi, mais d'une certaine manière, mais là, c'est encore plus... Et là, c'est poussé. Et surtout, il y a eu pas mal d'enquêtes et justement les journaux essayent de pousser un petit peu aussi ces éléments-là et d'aller chercher les informations. Il y a apparemment beaucoup de personnes travaillant donc du coup à la Chambre, au Sénat, participant justement en ligne à ces plateformes-là et donc qui nourrissent justement tous ces soupçons de délit d'initié puisqu'ils ont forcément accès à une information qu'un lambda n'a pas forcément. Ouais. Tristan, est-ce qu'on peut aussi quand même faire au-delà du personnage de Donald Trump, aussi rappeler quand même son profil, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je pose la question en disant les acheteurs ont peut-être des infos que d'autres acheteurs n'ont pas, donc je présume des acheteurs qui sont dans le réseau de Trump, mais Donald Trump aussi a des réseaux, enfin je dirais, voilà, il vient du milieu d'affaires, c'est un investisseur immobilier, donc les marchés financiers, c'est on va dire son métier depuis toujours, donc évidemment, il a les réseaux d'informations qui permettent lui aussi de divulguer des informations à d'autres, etc. Ça aussi, c'est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Un président comme ça, peut-être, qui est déjà milliardaire en fait, et qui a de tels réseaux et de tels conflits d'intérêts, parce qu'on peut peut-être aussi parler de conflits d'intérêts avec le milieu de la finance. Ouais, mais là, tu as complètement raison. Donc, alors, c'est vrai que c'est une fortune colossale, Trump. Alors, j'ai pas fait de recherche précise, mais c'est un des présidents les plus riches qui accède, une des personnalités les plus riches qui accède à la Maison Blanche. Mais c'est pas si nouveau que ça, en fait, dans le système américain. Soit je rappelle quand même que les Bush, par exemple, je crois que George W. Bush, donc premier, arrivé à la Maison-Blanche avec une fortune de 40 millions de dollars. Alors, c'est moins que Trump, mais tu vois, c'était des gens qui avaient fait quand même fortune dans le pétrole. Et je rappelle que Bush a déclenché la première guerre du Golfe, par exemple. Donc voilà, il y avait aussi là aussi peut-être des délits d'initiés, un accès à l'information qui était un peu asymétrique. C'est vrai qu'avec Trump, tout cela est fait sans phare, aux yeux de tous. Et en plus, il a l'air, on a l'impression qu'il en est fier de tout cela. Donc moi, je crois que c'est vraiment la grande nouveauté là, c'est que le système ne se cache plus, on s'enrichit de manière tout à fait transparente, tout à fait visible,
Alors qu'avant, c'est vrai qu'il y avait peut-être une certaine pudeur dans ce genre de délit, mais moi je pense pas que ça soit complètement nouveau. Ça change d'échelle et ça change de niveau de visibilité. Ouais. Euh, pour finir sur ce sujet, le rapport donc, qu'on a évoqué tout à l'heure de Jamie Raskin, bon, est édifiant hein, à ce sujet, mais est-ce que ça va, à un moment donné, est-ce que ça pourrait être suivi d'effets sur le terrain judiciaire? Est-ce que Donald Trump, soit dès maintenant, soit au terme de son mandat, peut craindre quelque chose sur le terrain judiciaire pour, tous ces soupçons pardon, de corruption? Alors, mon optimisme voudrait te répondre oui, dans le sens où on peut espérer quand même un rattrapage judiciaire, pas forcément pendant son mandat, mais après. Le fait est que quand même prouver un délit d'initié est à la base extrêmement compliqué. Ouais. Donc tu parles de conflit d'intérêts, toutes ces notions-là, même si évidemment on peut le voir, la collusion assez clairement, en fait factuellement elle est quand même compliquée à prouver. Même pour Pitexet là, c'est compliqué, alors même que les versements et en tout cas les virements se faisaient même la veille ou l'avant-veille de la guerre en Iran. Donc est-ce que finalement il va y avoir assez d'énergie mise sur ces affaires pour essayer de prouver réellement ces cas pour avoir éventuellement une sanction? Ouais. J'ai du mal à le croire, mais peut-être que ce sera le cas à terme s'il y avait des découvertes peut-être plus probantes, ou en tout cas dans quelques années aussi, le temps de mettre tout ça et ce système véritablement à plat. Ouais. Alors tout à l'heure j'évoquais les secteurs favorisés par Donald Trump, en particulier celui de la tech. Et toi tu as évoqué le cas de Palantir et de ses deux cofondateurs Peter Thiel et Alex Karp. Vous l'avez sûrement vu si vous suivez le média, mais en début de semaine, Palantir, immense société de la tech spécialisée dans le maintien de l'ordre, le renseignement et la sécurité, a publié un inquiétant manifeste sur la République technologique. On savait le gouvernement de Donald Trump tournant vers le fascisme, ou du moins quelque chose de fascisant. Est-ce qu'on passe maintenant à la vitesse supérieure, Claire ? Je ne sais pas si c'est une vitesse supérieure ou vraiment la poursuite de ce qui est vraiment déjà bien en place. On a un rapprochement, et on en parlait justement, et tu le rappelais en introduction, vraiment de ce rapprochement du secteur privé avec le secteur public et politique, très clairement. Et on ne sait plus où sont les frontières, vraiment. Parce que c'est de plus en plus imbriqué. On a pu le voir aussi avec Musk, bien évidemment. Et finalement, on voit qu'il y a derrière beaucoup de boîtes de technologie, on le sait, derrière Trump. Et donc Palantir ne fait pas exception. Et alors, ils dépendent. Ce qui est intéressant, c'est que Palantir dépend beaucoup de contrats publics, justement. Ouais. Donc, ils sont nourris aussi par l'État, que ce soit l'État américain, mais on l'a vu là, justement, récemment, dans ces The Guardian qui mettaient ça en avant, que dans l'État britannique même, ils avaient beaucoup aussi d'investissements et de contrats. C'est même, là, je crois qu'ils étaient en négociation avec la police de Londres, la police métropolitaine, pour justement le système de surveillance criminel, bien évidemment, puisque c'est d'abord à la base ce que fait Palantir, en fait, c'est de mettre croiser les données plus qu'en produire eux-mêmes. Et donc, en fait, on a ce système politico-économique et privé qui se crée, et avec des objectifs, en fait, derrière, des objectifs politiques. C'est le fameux dégraisser l'administration. Ouais. C'est toute cette critique-là au nom de la liberté, et en fait, finalement, au nom de règles bien capitalistiques très, très précises, et pour permettre de justement mettre ce système de surveillance en place. Donc je ne sais pas si c'est tant une rupture, une accélération, ou vraiment la continuité du projet, du rapprochement politico-économique, là avec le système de la Silicon Valley qui évidemment pousse très fort et très présent dans le projet porté par l'administration. J'ai envie d'élargir par rapport à Trump. Oui, c'est vrai qu'on oublie toujours J.D. Vance et puis qu'il est bien tous les entouré, gens qui entourent Trump, qui sont peut-être même encore pires que Trump lui-même. Dans la Fondation Héritage, n'oublions pas que quand même il y a des gens qui pensent véritablement cela, et que d'ailleurs il y a un gros lobbying de Palantir et des boîtes justement de tech. Justement, Alex Karp n'a pas du tout le même profil, enfin pas du tout le même profil. S'il se retrouve bien entendu, mais en tout cas politiquement, il se disait justement plutôt de gauche, venu d'une famille de diversité, etc., par rapport à un Peter Thiel.
bien identifié à droite, conservateur. Et finalement, les deux se complètent très bien. Ouais. Toi, Tristan, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses comme Claire qu'on est dans une forme de continuité, de logique, j'ai même envie de poser la question dans d'autres termes plutôt, est-ce que Palantir est allé au-devant de ce dont rêverait Donald Trump en la matière, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut-être a été réfléchi entre eux? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Tristan? Ouais, alors moi je crois que en fait, Palantir, ils vont non seulement au-devant de ce que Donald Trump veut, mais aussi de ce que les démocrates veulent. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois encore, le grand livre qui faisait rêver tout le parti démocrate, c'était un livre qui vient d'être traduit d'ailleurs, je crois, en français, qui s'appelait Abondance. Hmm. Le livre Abondance, c'est un livre qui a été écrit par un consultant, un éditorialiste très proche du Parti démocrate, qui s'appelle Ezra Klein. Et Ezra Klein, la grande thèse du livre, elle était très simple, c'était il y a de l'abondance, il y en a pour tout le monde, et il y a de l'abondance parce que nous avons de la data, de la donnée. Et la grande thèse, c'était, bon, en fait, il faut des applications, il faut des apps, il faut de la donnée pour pouvoir distribuer toute cette abondance qui est là pour nous. En gros, il faut technologiser notre société pour faire en sorte qu'on ait accès, voilà, à plus de richesses et de marchandises, en gros. Et donc, moi, ça m'avait fait très peur quand j'avais lu ce livre. Je me suis dit, mais c'est vraiment de la surveillance et une invasion de privacy, quoi, un problème d'intimité, quoi, qui allait être déjoué. Et là, ce que je vois dans la République technologique, dans ce rapport, bon, finalement un peu la même chose. C'est finalement un peu le même projet de société. Alors, pas pour les mêmes buts, bien évidemment, mais les conséquences, j'ai envie de dire, seraient les mêmes. Et moi, ce que je vois vraiment dans la société américaine, non seulement, alors, du côté des activistes, mais aussi, tu sais, du côté des étudiants, Ouais. du côté des gens, des gens plus jeunes, d'une génération plus jeune peut-être en dessous de la mienne, c'est quand même, une grande préoccupation sur ces sujets. Ouais. Oui, C'est-à-dire que, justement, j'allais te poser la question là-dessus. Effectivement, tu anticipes ma question suivante. Parce qu'en France, si la personne n'a réagi à ça, très peu. ouais, Il y a peut-être j'ai vu peut-être deux papiers ou trois en parler de cette Oui, c'est histoire, vrai. de ce manifeste et de duo Peter Thiel et Alex Karp. Mais aux États-Unis, quelles ont été les réactions auprès de la jeunesse, mais aussi chez les démocrates peut-être un peu plus radicaux, etc. ouais, ouais, bah ça c'est une bonne question. Moi, ce que je vois, mais même ça précède hein, le rapport, c'est vraiment tout ce qui a trait à la technologie est maintenant traité euh, avec beaucoup de complexité, surtout de la part de la jeunesse et surtout de la part des activistes qui se sentent surveillés. Et moi, je vois bien que dès que j'introduis voilà, une nouvelle technologie dans mes cours, dès que je demande aux étudiants d'utiliser une nouvelle app ou d'utiliser un nouveau software, tout de suite, les questions, c'est des questions de privacy, c'est des questions de partage des données, etc. Les gens sont beaucoup plus sensibles à cela qu'ils ne l'étaient auparavant. Et ce que tu vois aussi dans tous les réseaux finalement activistes, ça c'est très frappant, c'est un retour finalement à des méthodes qui sont bien plus vintage, bien plus roots que ce que l'on utilisait encore récemment. C'est-à-dire des gens qui font littéralement des polycopiés Oui. pour informer la population. C'est-à-dire on essaie de rester très en dehors du système de la technologie, du système technologique, du système du partage des données pour justement nous protéger. Et donc, moi, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience de la part de la population qui est vraiment bien plus
bien plus définie qu'on a l'impression de l'avoir dans les médias, par exemple. Ouais. Les gens ont vraiment peur, les gens regardent à deux fois avant de télécharger une nouvelle application sur leur téléphone, avant d'en utiliser une, ou avant de partager même leurs données. Donc il y a vraiment une prise de conscience là, et surtout dans la jeunesse, et moi je crois il y a un point de bascule quand même. Ouais, Claire, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce qu'en fait, ce que dit Tristan, c'est vraiment très intéressant dans le sens où, justement, je trouve que cette résistance est vraiment le pendant de l'attaque, justement, des entreprises de la Silicon Valley et notamment de Palantir. En fait, tout ça, c'est vraiment, quand on se dit que c'est pas nouveau, ça vient aussi vraiment d'idéologues. Et par exemple, c'était Curtis Yarvin avec ses manifestes d'il y a quelques années qui avait lancé ça, ce fameux techno-césarisme. Et c'est ce pilotage par la data, exactement dont parle Tristan, qui est que en fait l'objectif est d'assommer de data, de dire que ça va être plus efficace, que l'administration justement va être plus efficace, qu'on a besoin de moins de fonctionnaires et de civil servants, d'où Musk tout à l'heure et la mention que j'en faisais. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce pilotage de la data, il raccourcit aussi le temps de décision du politique et il le drive tellement que finalement le temps que vous preniez du recul et que vous analysiez cette data, alors qu'on vous demande de plus en plus de prouver que ce soit très factuel, que justement il y ait bien ce cadre de fourni, et bien finalement votre analyse politique et votre pouvoir de décision est encadré de plus en plus. Et ça, c'est vraiment un projet de société qui date absolument pas d'hier, pour le coup, dans la Silicon Valley. Et je ne sais pas si Trump en est la tête de pont ou justement un petit peu l'idiot utile, si je peux me permettre. En tout cas, les gens derrière lui, non. Eux, ils sont bien conscients de ce qu'ils font. Ouais, en fait, ça me fait tout de suite, ça me sert de transition tout de suite pour le sujet suivant, parce que bon là, on a vu tout ce qui se passe en Iran, où là, Donald Trump s'est pris les pieds dans le tapis, hein, comme son prédécesseur George Bush a fait en Irak. Là, mais là, je pense qu'on est sur un degré supérieur, j'ai l'impression. Les saillies contre le pape, pour lequel même dans son camp, dans le camp MAGA, qui sont quand même plutôt évangéliques et pas catholiques. Donc, même chez les MAGA, on a pris la défense du pape en mode Donald, calme-toi. Il y a ça. Je veux dire, au bout d'un moment, les midterms vont arriver à grands pas. Avant d'en venir aux derniers résultats électoraux, dont on parlera après, j'aimerais quand même vous demander si, à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui va se réveiller, la classe politique, le Congrès, pour, je ne sais pas, à un moment donné, peut-être initier une procédure d'impeachment ou... Qu'est-ce que tu en penses, Claire ? C'est à moi de commencer là-dessus. Ouais. Pardon. Alors, je pense que malheureusement, non. Pourquoi ? Parce qu'on a une atonie institutionnelle. On en parlait, mais le Congrès est complètement absent. Ils ont quand même mis la dernière fois 10 jours à réagir à la déclaration de guerre, enfin, ou en tout cas d'opération spéciale. Il est vraiment mis sous cloche aujourd'hui. Les Républicains ont un peu lâché l'affaire, si je peux me permettre l'expression. Et on le voit bien, et désolé de faire le lien avec justement ce qui se passe avec les midterms un peu avant, mais on le voit, les modérés dans la course, ils ont vraiment du mal à se positionner. Enfin, je pense à... Ils savent plus où ils habitent, quoi. Exactement, je pense à Susan Collins dans le Maine. C'est quelqu'un qui est plutôt une figure républicaine modérée, qui est quand même dans un État qui vote principalement à la présidentielle pour les démocrates, qui là aujourd'hui fait campagne sur de l'équilibre, sur du sérieux, justement, un peu en contraire de Trump, qui a hésité beaucoup à se positionner avec du coup un positionnement ambigu de ne pas dénoncer, mais de ne pas soutenir les interventions de ICE, justement, dans le Maine. On est, par rapport à ça, en fait, sur des gens qui ont complètement perdu leurs repères. Le Congrès n'existe pas sous le speaker dont là, il me manque le nom, Johnson, Mike Johnson, qui est complètement atone et soumis à la politique de la Maison-Blanche. Donc encore une fois, l'institution qui est normalement la clé de voûte pour réagir, pour faire contre-pouvoir au président, pour rappeler à chaque fois, attention, il faut passer par le Congrès, notamment sur les sujets de guerre qui sont vraiment des prérogatives parlementaires, eh bien en fait, là on voit que
qu'il n'y a pas de sursaut. Mm. Donc la destitution, on en parlait la dernière fois sur le fait qu'il pouvait avoir des problèmes psychiques ou en tout cas être déclaré avec des problèmes de folie ou de démence. Non, encore une fois, je pense que le projet, on l'a bien dit, le projet de société est là et du coup, il faudrait s'attaquer à ça et la destitution ne va pas du tout arriver tout de suite. En tout cas, il échappe quand même à beaucoup de choses et on reparle même pas des Epstein Files actuellement. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle plus. Alors peut-être que Tristan, la solution peut venir électoralement. En tout cas, là, ça continue de bouger. Bon, là, c'est petit à petit. On a des élections partielles un peu par là. On en a déjà commenté ici sur ce plateau tous les trois. Là, il y en a des nouvelles. Il y a eu un référendum sur le redécoupage de la Virginie perdu par le clan Trump. Ce dernier accuse d'ailleurs le vote d'avoir été truqué. Ça, c'est sa défense préférée quand il perd. Mais il y a surtout l'élection dans le New Jersey d'Anna-Lilia Mejia, proche de Bernie Sanders, soutenue par Alexandria Ocasio-Cortez, qui rentre au Congrès, à la Chambre des représentants. Est-ce que, là tu parlais des modérés par exemple, et que c'est peut-être finalement ça la faiblesse du Congrès, c'est que c'est une brochette de modérés qui ne savent plus sur le pied danser, qui n'osent pas trop y aller. Est-ce que peut-être la réponse peut venir de une vague progressiste qui peut arriver au mi-terme de novembre prochain? Tristan, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, en tout cas, c'est ce qui semble pour l'instant se dessiner. Bon, vraiment, il est encore assez très tôt dans le processus électoral, là, hein, puisqu'on a eu, je crois qu'on a eu 4 primaires donc pour les midterms qui viennent de se passer. On n'est qu'en avril et ça va continuer jusque fin juillet. Ce que l'on voit, c'est quand même que les candidats, alors soit de la gauche du Parti démocrate ou soit des candidats qui sont en dehors de la gauche du Parti démocrate, de la gauche de rupture type Mamdani, ce sont eux qui gagnent. Sont eux qui gagnent les primaires. Alors, tu as parlé de Anna Lilia, mais on peut parler de Talarico au Texas, on peut Oui. parler de Biss en Illinois. Abdoulaye Sayed dans le Michigan aussi. Voilà, alors Abdo El Sayed, lui, donc ça c'est pour donc le poste de sénateur dans le Michigan. Je crois que la primaire aura lieu vers fin août, mais il a vraiment de grandes chances de remporter face à 2 candidates centristes qui sont très soutenues par l'establishment. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe là. On voit des candidats très progressistes, des candidats de gauche qui gagnent les primaires et qui pourraient gagner les midterms. Il y a quelque chose qui se lève, ça reste vraiment à confirmer, mais en tout cas, il y a une dynamique réelle qui s'installe. Puis il y a une dynamique réelle qui s'installe, j'ai envie de dire, au sein du Parti démocrate. C'est ça qui est le plus important, hein. Ouais. C'est que la semaine dernière, il y avait... donc, le Parti démocrate a des conventions un peu dans tous les États. Des conventions du type de celle qu'on a eue voilà, pour Kamala Harris pour l'élection du candidat à la présidence des États-Unis. Bon, le Parti démocrate fait la même chose et le Parti républicain aussi fait des conventions dans chaque État où le parti donc donne son endorsement, son endossement pour des candidats. Et là, ce que l'on a vu au Michigan récemment, c'était incroyable. C'était que les candidats qui étaient approuvés par, disons, le comité central du parti, le DNC, Mhm. eh ben, étaient hués par non seulement les militants, mais aussi les électeurs en dehors de la salle de la convention, quoi. Donc, il y a vraiment une grande déconnexion là qui est de plus en plus visible entre ce que le Parti démocrate veut proposer et ce que les militants du parti et les électeurs, bien évidemment, veulent. On a vu des candidats qui ont tout derrière eux, l'argent, le parti, les réseaux de pouvoir, les réseaux médiatiques, qui se sont fait huer pendant de longues minutes à la Mhm. convention. Donc, il y a quelque chose qui se change, qui est en train de changer. Là, il y a un mouvement au sein du Parti démocrate. Il faut vraiment rester très prudent parce que le Parti démocrate, voilà, c'est quand même une force qui est très conservatrice à la fin.
Et donc, il faut être vraiment très prudent, comme tous les partis politiques, hein, de toute façon. Mm. Mais donc, voilà, il y a quelque chose qui se lève, ça c'est vrai qu'on le voit, et ça pourrait être vraiment la grande nouvelle des midterms. Ouais. Claire, je sais pas comment le formuler, mais euh, quand tu vois, par exemple, Anna Lilia Meria, quand elle gagne dans le New Jersey, effectivement, il y a un truc qui fait un petit peu penser à Zoran Mamdani. C'est-à-dire, elle était soutenue par Bernie Sanders, mais elle était lâchée quand même par l'establishment démocrate. Donc, elle s'est retrouvée un petit peu seule contre tous, quoi. Elle a gagné quand même. Est-ce que, quand même, est-ce que cette victoire de Zoran Mamdani a pu, comme ça, enclencher une vague qui va peut-être prendre le Parti démocrate Moi, je rejoins Tristan sur l'analyse, sur le fait qu'on n'est pas dans un changement radical pour l'instant, on est sur une recomposition. On le voit, par exemple, un Mamdani, il est quand même très loin d'un Talarico dans ce qu'il pense, dans ce qu'il disent, mais il y a en fait, il y a par contre, il se retrouve sur la façon de faire de la politique, sur comment renouer avec de l'action, en fait, via la politique publique. Ne pas combattre, par exemple, Trump sur seulement le plan moral, mais avec des politiques publiques ciblées. Ouais. Donc, on va sûrement en parler pour les 100 jours de Zoran Mamdani à New York, mais il se retrouve sur une façon et une méthode, effectivement, anti-parti démocrate establishment. Je te rejoins là-dessus. Mais on est plus sur une recomposition qui, pour moi, on ne sait pas encore exactement là où elle va aboutir. Pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, si on reprend en reverse de ce qui se passe du côté républicain, je trouve ça intéressant de regarder ce qui se passe au Texas, par exemple, avec Paxton, qui est le candidat vraiment pro-Trump, assez extrémiste, contre le modéré, Cornyn. En fait, alors que normalement, le siège du Sénat au Texas est quand même bien sécurisé, là, dépendant du résultat, si c'est aux extrêmes, si c'est Paxton qui gagne, il va vraiment avoir du mal à prendre les modérés avec lui. Et donc, finalement, il y a peut-être un petit risque, justement, de perte du siège. Ouais. Alors, c'est peut-être pas encore jusque-là, mais en tout cas, il y a des questions qui se posent là où il ne s'en posait pas. Donc, on revient finalement à une forme de modération parce que les indépendants sont aussi dans le jeu, in fine, quoi, dans la global picture, en tout cas dans le cadre plus global. Donc, c'est intéressant de voir les deux et de voir comment ça se recompose. Clairement, de toute façon, si on en revient au Parti démocrate, il y a besoin que ça bouge parce qu'encore une fois, ils se sont opposés moralement à Donald Trump depuis là qu'il est réélu, même avant, du coup, pendant la campagne. Il n'y a pas de projet. Donc là, en fait, ce qu'on voit avec ces nouveaux candidats, c'est encore une fois des actions concrètes où ils portent des politiques publiques. C'est la gratuité des crèches, c'est exactement la politique des transports de Mamdani. Il y a du contenu. On peut dire, d'aucuns disent que les programmes ne sont pas très fournis, que ce sont que quelques mesures, etc. Ben non, justement, c'est le commencement d'un programme plus grand où là, ils portent des idées clairement qu'ils essayent de mettre en avant et ils communiquent dessus, sur leur action, et non pas seulement sur une visée franchement qui aurait pu être... C'est peut-être moins une ligne politique qu'une méthode finalement. Exactement, tu as tout à fait raison, c'est le point. Et alors que franchement, Zoran Mamdani aurait carrément pu y aller facilement, vu comment les médias le mettaient justement en opposition à Trump. On attendait tous ça, ce volet progressiste contre l'autoritarisme. Et il n'est pas tombé dans ce piège-là. Tristan pourra sûrement plus étayer que moi, bien entendu, s'il en est d'accord. Mais là-dessus, je trouve que c'est vraiment intéressant sur la manière de faire de la politique et surtout, non pas de comment on gagne, mais pourquoi on gagne. Qu'est-ce qu'on va faire de ça. Et là, je crois que justement, ces nouveaux élus, ils montrent ça. C'est pourquoi. Et donc, forcément, ils sont plus radicaux. Ouais. Justement, la transition est toute trouvée pour le dernier sujet de ce numéro du côté de chez Sam. J'aimerais qu'on reparle un petit peu de ces 100 jours, ces 100 premiers jours de Zoran Mamdani à la tête de la mairie de New York. Tristan, où en est vraiment Zoran, toi qui es sur place, qui est à New York, dans son programme, notamment sur les loyers, les crèches et une multitude d'autres promesses qu'il a faites pendant sa campagne. On viendra après sur les promesses qu'il a faites récemment, là, mais pour les promesses de campagne, où il en est? Oui, alors sur les promesses de campagne, c'est un grand succès. Alors, je rappelle que vraiment les trois grandes promesses de sa campagne, c'était le gel des loyers, les transports gratuits, les bus gratuits et les crèches universelles. Et je rappelle aussi que 2 semaines avant son élection,
les démocrates, les républicains, tout le champ médiatique nous disait, mais écoutez, tout ça c'est impossible de le faire puisqu'il faudra l'accord de la gouverneure, il faudra l'accord des fonds fédéraux, il faudra l'accord de Trump, etc. Il n'a pas autant de pouvoir qu'il ne vous le laisse entendre et vous allez être déçus. C'était ça le grand message, hein. Une semaine après son élection, les crèches universelles, c'est déjà fait. La gouverneure Cathy Hochul, qui est plutôt une gouverneure centriste, démocrate centriste, a mis l'argent sur la table. Et non seulement les crèches universelles seront faites pour New York, mais aussi pour tout l'État de New York. Et donc, dans 4 ans, il y aura une place en crèche pour tous les enfants de 2 ans, et puis jusqu'à l'âge de la maternelle. Donc, une crèche universelle, c'est-à-dire une crèche, bon, à mon avis, on devra beaucoup, beaucoup moins payer que ce que l'on paye maintenant, parce que je rappelle que quand même, un enfant en crèche, c'est 2000 à 3000 $ par mois hein, ici à New York, donc c'est vraiment très cher. Sur le gel des loyers, tout ça est régulé par un board et jusque-là, le board n'était pas très favorable à Mamdani, mais il se trouve qu'il y a eu deux démissions récemment. Donc ces gens-là vont être remplacés par des gens qui sont quand même beaucoup plus pro-Mamdani et on pourrait s'attendre à un gel des loyers avant la fin de l'année. Et puis sur les bus, il y a déjà eu des... Donc le slogan de campagne, c'était Make the buses fast and free, donc plus rapide et gratuit. Et donc là, il y a eu beaucoup d'avancées sur les bus gratuits, les bus rapides. Ils ont transformé certaines voies pour les bus. Et sur les bus gratuits, lui fait la promesse que ce sera quelque chose qu'il va accomplir durant sa deuxième année de mandat. Donc, ce Hmm. que l'on voit, c'est... Et puis, alors, il y avait bien évidemment toute une liste de mesures qui ne faisaient pas partie des 3 grandes mesures, les épiceries publiques, etc. Donc, on voit que c'est quand même un grand succès pour Zoran Mamdani. Le grand problème, c'est que non seulement une grande partie du Parti démocrate, mais aussi toute une partie, je le redis, du champ médiatique est contre lui Hmm. et il a beaucoup, beaucoup de mal à vendre ses succès. C'est-à-dire que nous, ici à New York, on le voit. On voit bien que les choses changent. Et puis voilà, parce qu'il y a tout un réseau aussi d'informations locales, hein, les chaînes locales sont très populaires aux Il États-Unis. sait très bien faire sa propre communication aussi. Voilà, donc, Sur les réseaux sociaux, il est très doué, faut le ouais, il reconnaître. est doué pour ça aussi. Par contre, il y a quand même encore une limite, c'est au niveau national. C'est-à-dire, au Ouais. niveau national, ça reste très difficile pour lui de faire passer ses succès, d'en parler. Et donc, les Américains et même au niveau international d'ailleurs, les Américains ne savent, et les gens en dehors des États-Unis ne savent pas vraiment ce qui s'est passé durant ces 100 premiers jours. Parce que là, on met par exemple l'accent sur le fait qu'il aurait donc réparé 100 000 nids de poules. Donc c'est ces trous qu'il y a dans les routes à New York. Bon, c'est vrai, il a fait ça, et ça change la vie des New-Yorkais, bien évidemment. Mais si tu veux, c'est pas le plus important. Donc moi, Ouais. ce que je vois, c'est que quand même, il y a des choses qui sont incroyables qui sont faites à New York. Mais disons que ça passe pas le mur du son. C'est-à-dire, on le voit à Ouais. New York, mais on n'en parle pas vraiment dans le reste des États-Unis et puis en dehors des États-Unis. C'est vrai que même Donald Trump ne réagit pas trop à Zoran Mamdani. Il avait dit que il avait menacé de couper les fonds fédéraux à la ville de New York, mais j'ai pas l'impression que ça a été suivi des faits. Enfin, en tout cas, ça s'est pas traduit en actes, j'ai l'impression. Euh, Il y a eu des menaces et ils ont bloqué quelques fonds à un moment donné, mais effectivement, je te rejoins sur l'analyse. Et encore une fois, ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport aux résultats que donne Tristan, ce qui est vraiment important, c'est qu'on a voulu l'assigner à cette lutte contre Donald Trump sur le plan moral, ouais, ouais. notamment pour ce qu'il représentait, d'où il venait, en mettant beaucoup en lumière aussi dans les médias internationaux sa femme, plus que ses actions politiques, en l'occurrence. Il y a des bisbilles avec sa femme, comment elle utilise les réseaux sociaux, etc. Bon, on s'en fiche. Clairement, aujourd'hui, c'est pas, en tout Ouais. cas, j'ai l'impression, le premier sujet des New-Yorkais. Tristan, tu me contrediras s'il faut. Mais donc, clairement, il a refusé cette assignation et il fait une autre façon. Enfin, il s'occupe plutôt de faire de la politique locale, municipale, en l'occurrence. Je ne suis pas loin de dire que c'est du socialisme municipal. Oh, le terme est posé.
Bah, en tout cas, je ne sais pas si c'est c'est peut-être du vrai socialisme pour le coup. On verra, mais il annonce en tout cas une vraie volonté de réforme, ça c'est sûr. Et là, son nouveau cheval, là, sur lequel il est en train de monter et qu'il est en train de mettre en avant, notamment sur sa com personnelle, sur ses réseaux sociaux, c'est la taxation des riches. Et en particulier, là, son plan concret, là, l'annonce concrète qu'il a faite, c'est la taxation des résidences secondaires et des résidences de luxe inoccupées. Tristan. Ouais. Donc il continue dans son programme, mais moi je crois que Claire a raison, hein. C'est-à-dire c'est comme ça que on l'appelle. Alors ça veut bien évidemment pas dire la même chose en France et aux États-Unis, mais on appelle donc sa politique le socialisme municipal sewer socialism, c'est-à-dire ici on appelle ça le socialisme des égouts, c'est-à-dire parce que au début du siècle mais c'est positif, hein, au début du siècle il y avait un mouvement du socialisme municipal qui s'était développé à Milwaukee. Et au centre de cela, c'était refaire tout le système d'égout de la ville pour que la ville voilà, soit plus saine, soit plus en bonne santé pour non seulement ses habitants, mais aussi pour l'environnement. Donc c'était central. Et il fait un peu ça, et il s'en revendique de ça. Il dit souvent, moi je veux faire aussi du sewer socialism ici à New York, c'est-à-dire avoir des réponses concrètes à des problèmes concrets. Et alors, tu le mentionnes, là, il a fait deux annonces très importantes durant la dernière semaine. La taxation des résidences secondaires. Alors, c'est une taxation sur des résidences secondaires, tu sais, très chère. C'est au-dessus de 5 millions de dollars, je crois. Ouais. Donc, c'est vraiment des résidences secondaires de gens qui ont beaucoup d'argent et puis de gens, de toute façon, qui, par définition, n'habitent pas à New York, hein. Donc voilà, c'est cette volonté de taxer les riches. Et d'ailleurs, on voit que ça marche, cette idée que le Parti démocrate refusait d'embrasser. Tu vois, maintenant, ils l'ont mis sur tous leurs réseaux sociaux. Il faut taxer les riches. C'est sur le compte Twitter officiel du Parti démocrate. C'était quand même quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire il y a encore 6 mois, hein. Et puis, par exemple, récemment, là, il vient d'annoncer donc tout un service d'épicerie publique qui va ouvrir. Ça faisait aussi partie de son programme. Moi, tu vois, il y en a une qui va ouvrir juste à côté de chez moi, là, à Harlem. Ça va être la première à Manhattan. Et ça aussi, ça va changer les choses pour la vie concrète finalement des New-Yorkais. Et voilà, ils vont acheter en gros, et puis ils vont revendre à prix coûtant dans des épiceries publiques qui seront là, voilà, pour les New-Yorkais. Donc, si tu veux, c'est pas une révolution. Les choses changent pas comme ça du jour au lendemain avec Zoran Mamdani à New York, mais petit à petit, les choses vont quand même dans le bon sens. Et puis, il arrive à faire bouger un petit peu quand même l'establishment du Parti démocrate dans sa direction. Puis, je rappelle aussi que quand même, on a vu cette image un peu folle il y a juste quelques jours là où Barack Obama est venu voir Zoran Mamdani à New York. Ils ont fait voilà ils ont été dans des crèches ensemble. Ils ont chanté des comptines pour enfants avec les enfants. Bon, ça montre aussi que Zoran Mamdani finalement attire toute une partie de l'establishment démocrate vers lui. La grande question, c'est est-ce qu'il va se faire avaler par cet establishment ou est-ce qu'il arrivera à garder une certaine forme de radicalité? Eh ben, on continuera de suivre ça de très près, hein, à la fois la trajectoire municipale de Zoran Mamdani et évidemment hein, les facéties de Trump et son administration. Merci beaucoup Tristan. Merci. Merci Claire. Merci à toi. Merci donc d'avoir suivi ce nouveau numéro de Du côté de chez Sam. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle que le média est candidat pour obtenir un canal TNT Île-de-France et pouvoir proposer un véritable contre-discours à l'agenda réactionnaire, comme l'agenda de Trump par exemple, sur vos télévisions et pouvoir accueillir sur vos écrans les camarades qui luttent et les médias qui portent leur combat.
Grâce à votre soutien, le média peut continuer de concurrencer l'empire médiatique des milliardaires. Donc rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr pour que vive l'information indépendante et des émissions comme celle-ci. Merci encore pour votre attention et votre fidélité et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Du côté de chez Sam.